BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandour. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce premier BFM Crypto, le club de 2026. On va parler DeFi, on va parler stablecoin, sécurité, réglementation, les dernières actus aussi. On a beaucoup de choses à se dire. On aura évidemment, comme tous les jours, pas assez de temps. Mes invités du jour sont Rémi Dalis, fondateur de Protéger vos cryptos, vos comptes. Vos cryptos. Je sais pas pourquoi j'ai écrit vos comptes, n'importe quoi. Ça fait partie de la protection des Oui, cryptos. c'est vrai. Bonjour Sandra. Bienvenue et bonne année, Rémi. Merci. Et Benoît Josan est avec nous également, directeur du développement de Regular. Bonjour Benoît. Bonjour Sandra. Ravi de vous avoir aussi sur le plateau. Tous mes vœux. Ben oui, Merci de votre exactement. invitation. Et vous continuez à nous écrire, à nous poser vos questions sur les cryptos, de la plus simple à la plus technique, à cette adresse crypto@bfmbusiness.fr. Vous le savez, on vous répond tous les jeudis entre 15h et 15h30. BFM Crypto, le club, c'est parti. Et on va commencer cette émission par parler de Regular. Regular Finance. Vous êtes directeur du développement, Benoît Josan. C'est quoi Regular ? Alors Regular, c'est une société française régulée en France qui a pour mission d'accompagner ses clients dans la transition financière qui est en cours, en simplifiant au maximum l'accès au protocole de rendement de la finance décentralisée. Concrètement, c'est une plateforme, c'est un compte, c'est quoi ? Comment ça fonctionne ? Alors Regular est une plateforme sur laquelle chacun d'entre nous peut souscrire et faire des virements classiques, placer la trésorerie, que ce soit pour des personnes physiques ou morales, donc particuliers ou pros. Et grâce à la rupture technologique indexée au stablecoin, nos clients sont capables de bénéficier d'intérêts versés quotidiennement et également de pouvoir placer et retirer à tout moment sans frais, sans condition. Donc c'est ça, on est indépendant, c'est sans abonnement, on voit les retombées finalement assez rapidement. En live, C'est ouais, ça tous qui est les quand jours. même assez transparent dans ce que vous faites. On est indépendant dans l'investissement, on est aidé. Comment ça se passe derrière la plateforme ? Alors, l'idée, c'est de tout simplifier et de permettre à nos clients d'avoir une nouvelle poche d'allocation qui est uniquement dédiée à la finance décentralisée. Donc, c'est une nouvelle allocation d'actifs. Et encore une fois, notre idée, c'est de simplifier au maximum cet accès avec des virements classiques bancaires. Et après, on s'occupe de tout. C'est une solution clé en main. Ça a été fondé en 2019 à Paris, Voilà. c'est ça ? Alors, le produit en tant que tel existe depuis l'enregistrement et la régulation française en 2023. Oui. Et ce produit est resté le même depuis jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça, oui, c'est ça, parce que j'allais dire, c'est créé en 2019. En 2019, on ne parlait pas de stablecoin. Ça a pivoté un petit peu. C'est le monde de la start-up où le product market fit, il se fait progressivement et on a résisté. On est très heureux d'être toujours là au bout de 7 ans. Ouais. C'est qui votre client type ? Notre client type, on en a plusieurs. Ouais. Et la simplification, elle nous permet d'adresser finalement notre solution à un particulier, un cadre dirigeant, employé, mais aussi à des professionnels. La trésorerie d'entreprise, ça se travaille également. Vous savez que l'inflation ronge la création de valeur, donc finalement proposer des produits liquides, ça a une grande attraction chez les entrepreneurs. Mais aussi, on s'adresse à des family office qui ont des actifs beaucoup plus volumineux et qui cherchent à se diversifier. Pourquoi vous avez choisi de baser vos placements sur les stablecoins précisément ? Alors, le stablecoin est une rupture technologique qui offre de la liquidité. On connaît le placement financier via effectivement la bourse, le private equity, on en parlait juste dans l'émission d'avant. L'idée, c'est de permettre d'avoir une visibilité sur ces intérêts versés et de la liquidité. Le cash, c'est très important, mais la liquidité, surtout dans le monde dans lequel on évolue. Si on est entrepreneur, on a des charges exceptionnelles, on veut absolument faire travailler son argent, et ben on est capable de le retirer
à tout moment pour honorer justement ses charges ou les aléas de l'entreprise. Vous voyez aussi évidemment dans cette opération et dans ce positionnement l'incroyable potentiel des stablecoins et la façon dont ils ont grandi ces 2 dernières années, le potentiel qu'il y a jusqu'à 2030, enfin au minimum. Alors, juste pour rappel, la capitalisation de stablecoin, elle est assez faible par rapport au volume de monnaie dans le monde. Elle est de 300 milliards. Les 200 premiers milliards de stablecoins, essentiellement en US dollars, 99%, ont été émis en 6 ans, de 2018 à 2024. Et la dernière tranche de 100 milliards a été émise en moins d'1 an. Donc là, on va voir en 2026-2027 si cette tendance exponentielle va continuer. Ça voudra dire quoi aussi d'un point de vue géostratégique, géopolitique, puisqu'il y a une vraie prise de conscience autour de l'émission des stablecoins. Ouais. C'est que compte tenu du fait que les stablecoins sont adossés en grande majorité aux bons du Trésor américain, chaque citoyen turc, argentin, indien peut avoir accès à du stablecoin. Et en fait, ça rend l'accès ultra liquide à l'État américain pour lever de la dette. Ouais. Donc c'est ça l'enjeu aujourd'hui et qu'on va pouvoir constater en 2026 parce que il y a 300 milliards de capitalisation, il peut y avoir une émission de 150, 200, 250 milliards dès 2026. Vous dites que l'offre bancaire va évoluer extrêmement rapidement, que l'avenir c'est la finance tokenisée, enfin justement les actifs tokenisés. Vous voyez l'avenir de la finance, je sais même pas, j'allais dire dans 5 ans, mais c'est même trop loin. Dans 2 ans, vous le voyez comment? Vous avez quelle vision de ça? Alors, ce qu'a formulé Paul Atkins lors de sa venue en Europe en septembre 2025, c'est que il l'a dit en Europe et c'est pas un hasard. Il a formulé cette phrase en disant que à horizon 18-24 mois, toute la finance sera tokenisée. Donc ça veut dire aussi que les US cherchent un allié parce que leur vrai concurrent en fait c'est la Chine. Donc l'idée à plus long terme, c'est de voir peut-être naître un marché qui va concurrencer les monnaies fiat et qui évoluera dans une concurrence non faussée, totalement libre, dont le seul critère pour les consommateurs, les utilisateurs, ce sera le rendement. La concurrence des monnaies, c'est une théorie qu'on entend depuis longtemps, depuis les années 70, 80. Est-ce que finalement les acteurs historiques vont se laisser faire? On parle moins, parce que votre première question était relative aux banques. En fait, là, c'est de la politique monétaire étatique. Ah oui, absolument, mais on ne peut pas faire sans. Bien sûr. Mais ce qui est très important sur lequel il faut se focaliser, c'est que les US sont en train de changer d'interlocuteur pour lever de la dette. Ils ont toujours exporté leur dette auprès, vous connaissez, Japon, Chine, Royaume-Uni, Suisse, Singapour, Hong Kong. Bien là, en fait, les États-Unis s'adressent à un marché de masse. En quelque sorte, ce marché devient un marché retail. Pour prendre une image, parce que la pédagogie dont on a besoin aujourd'hui, c'est aussi de prendre des images assez vulgarisantes. Mais imaginez Donald Trump se promener dans toutes les villes du monde et de distribuer des coupons du bon du Trésor américain. Finalement, il donne accès à la dette comme on pourrait vendre du parfum LVMH ou des bouquets de fleurs. Avec les stablecoins. Avec les stablecoins. C'est ce qu'il est en train de faire, parce qu'indirectement, encore une fois, le plus grand détenteur de la dette américaine dans 3-4 ans, ce sera forcément les détenteurs de stablecoins, les émetteurs de stablecoins. Et le fait que ce soit adossé, ces stablecoins, à 98-99% au dollar, pour vos clients, ils sont où vos clients d'ailleurs? Ils sont en Europe, ils sont en France? Nos clients sont en France. Oui, et ça ne leur pose pas de problème justement de souveraineté ou de philosophique, éthique, de se dire qu'ils favorisent ça? Aujourd'hui, le consommateur, l'utilisateur regarde la fonctionnalité et les bénéfices. Le rendement, ouais. Voilà, donc notre promesse, c'est de la liquidité. Maintenant, attention, ce marché, il est en train de naître, il va exploser. Est-ce que l'Europe et la Chine peuvent faire autrement que de suivre ce mouvement? La question est probablement non, quoi. On va parler de sécurité des actifs dans un instant. Comment ça se passe, la sécurisation chez Regular? Alors, nous, on fait de la gestion donc de pools pour compte de tiers. Donc, on fait de la conservation d'actifs. On a une forme de diversification dans ce qu'on propose à nos clients. Ouais. On propose un taux arrondi autour de 6% par an.
Donc, nous, nos enjeux, bien sûr, et je serais ravi d'écouter Rémi à ce titre, mais nous, c'est de suivre notre cahier des charges, la régulation, et de bien comprendre aussi que toutes les complications et les problèmes qui arrivent dans la finance décentralisée, la cause peut être aussi une erreur humaine. Donc nous, on se focalise là-dessus. La menace, elle est extérieure, donc on a besoin de cette expertise dont on va parler. Mais nous, notre cahier des charges, la régulation, notre risk management, c'est notre priorité aujourd'hui. Rémi, vous voulez intervenir ? Oui, complètement. Je partage cette opinion. En fait, il ne s'agit pas d'opposer des méthodes de conservation, la self-custody sécurisée d'un côté, et puis des acteurs du monde financier, bancaire. Il y a une réglementation qui s'est mise en place au fil du temps, qui vise à renforcer le niveau de sécurité de ces acteurs-là en leur fournissant un cahier des charges. On peut imaginer, quand on voit des banques traditionnelles françaises aujourd'hui proposer également de la crypto à ses utilisateurs, que le niveau de sécurité est maximum. Donc on peut imaginer en fait que le niveau de sécurité global augmente, même s'il y a encore des plateformes qui se font pirater. Et c'est pas incompatible avec le fait de vouloir détenir de la crypto en propre et d'assurer quelque part sa propre sécurité. Ça amène d'autres challenges, mais voilà, pour le redire, l'idée n'est pas d'opposer en fait différentes solutions, c'est de comprendre que c'est un écosystème de solutions qui répond à des besoins, mais également à des enjeux personnels, mais aussi de compétences. Avoir un hardware wallet ou un software wallet, ça marche bien pour se connecter à la finance décentralisée et aller chercher des gains que des solutions comme Regular peuvent apporter, mais c'est pas pour tout le monde et ça vient avec un niveau de risque qu'on assume soi-même, c'est de se faire ficher, d'être victime de hameçonnage, de faire des erreurs. Donc parfois déléguer son niveau de sécurité à un tiers, c'est aussi une solution pour mettre le pied dans des solutions innovantes qui permettent d'apporter en fait des gains. On va voir ça dans un instant. Au niveau de la sécurité aussi, on dit souvent dans cette émission, il faut se connaître en tant qu'investisseur, il faut savoir les solutions sur lesquelles on peut compter. Exactement. Et la self-custody, effectivement, on va y revenir. C'est pas pour tout le monde. L'un de vos arguments, Benoît, c'est que Regular ne dépend pas réellement du système bancaire classique. Donc, du coup, ça protège aussi des crises, type la crise de 2008, par exemple. C'est intéressant, ça. Alors, en fait, encore une fois, c'est un enjeu de diversification. La finance décentralisée propose plein de produits, attention. Et nous, on est forcément, cette rupture technologique, elle peut générer un peu de doute, d'incompréhension, de peur. Donc, Regular est là pour filtrer un peu tout ça et proposer une solution clé en main. Les crises systémiques, ça existe. Il y a eu Lehman Brothers, il y a eu Silicon Valley Bank, Crédit Suisse, ça a bien tangué. Donc, encore une fois, la diversification reste le maître mot et ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, mais avoir en tête que tout investissement comporte un risque, c'est primordial. Vous parliez tout à l'heure du développement des stablecoins, et on va y revenir. Il y a eu les réglementations aux États-Unis. Alors eux, ils sont partis complètement sur ce sujet-là. En Europe, on a quand même un petit peu, ça donne l'impression qu'on a freiner des cas de fer, que la BCE lance son euro numérique, qu'il n'y a presque pas de place pour les deux. Vous qui avez un produit qui est vraiment axé là-dessus, comment vous analysez cette situation ? Alors déjà, je constate, en ce qui concerne les US, que si demain la croissance exponentielle des stablecoins est constatée, ça va avoir un impact même il y aura même une pression baissière sur les taux directeurs de la Réserve fédérale. Oui. Il va y avoir un nouveau président de la Fed qui sera nommé peut-être plus rapidement qu'en mai 2026, mais on va voir comment est-ce qu'il s'accommode de tout ça. Ensuite, concernant nos enjeux en Europe, on a effectivement une première initiative qui est l'euro numérique. Donc en termes de délai, déjà, on parle plutôt de 3 ans. Un délai de 3 ans, ce qui paraît assez long, parce que c'est maintenant que ça se passe. Ouais. Ensuite, sur les monnaies nationales et les monnaies numériques, on a un exemple, la Banque populaire de Chine. Donc Pékin a mis en place des monnaies nationales. Ouais. Et en fait, elles étaient encore un peu trop bornées géographiquement. Et puis, il y a tous ces enjeux en Chine, forcément, de protection des datas personnelles. Donc,
On est en train de le faire, c'est dans 3 ans. L'exemple a été suivi en Chine, on peut le voir, et le marché ne prend pas. Non, le marché ne prend pas. Ouais, Donc, c'est vrai. On verra ça. On va se tourner un petit peu vers 2026. Comment vous voyez un petit peu l'année, messieurs? On regarde le Bitcoin, là, 92 700 Il remonte. dollars. C'était même 93 ce matin. Longtemps, Ça n'avait pas atteint ce niveau depuis plusieurs semaines. Benoît, vous en pensez quoi? C'est rassurant? Vous voyez comment l'année 2026? Dites-nous. Très dur de se prononcer. On a eu une année 2025 assez surprenante. Même si, in fine, il y a eu du mouvement pendant l'exercice, mais on retrouve une valeur de consolidation. On a tendance à penser aussi que Bitcoin va se reconsolider aussi en 2026. C'est vrai. Pour aller retrouver probablement un bull market en 2027. Encore une fois, Bitcoin, c'est pas ce qu'on connaît le mieux, mais c'est une réserve de valeur. Qui a fait ses preuves, qui est incontournable dans les portefeuilles de gestion d'actifs. On a connu depuis 70 ans un couple or-monnaie fiat. L'or est une réserve de valeur, l'US dollar est un véhicule transactionnel. Et ben en fait, cette rupture technologique, sans changer nécessairement d'usage, elle a besoin de s'appuyer sur 2 jambes, une réserve de valeur comme Bitcoin, donc c'est fondamental, et aussi un véhicule transactionnel qui change. Voilà, encore une fois, il y a une grande complémentarité, mais une opposition dans les propriétés de ces 2 monnaies. Il y en a une qui est non régulée et plutôt très volatile, c'est Bitcoin. On n'aurait pas dit ça il y a un an, mais là on peut le dire. Et il y en a une qui est non volatile et régulée. Maintenant, Faites votre choix. Les 2 prochaines années vont être... Faites votre choix ou faites les 2. Il va falloir faire beaucoup de pédagogie, notamment en termes de sécurité. Mais je voulais vous demander aussi, est-ce que vous voyez sur Bitcoin, Rémi Dalise, vous qui vous occupez de la sécurité des gens qui ont des portefeuilles, qui ont du Bitcoin, vous voyez l'année 2026 comment, l'évolution comment? Alors, indépendamment de la sécurité, encore une fois, si j'avais une boule de cristal, mais je partage l'avis en fait de la consolidation. Moi, je suis dans l'écosystème depuis 2017, donc la volatilité, elle a toujours existé sur Bitcoin. Et les pics et les différences entre les pics ont toujours été assez grandes. Et ce qu'on peut constater, c'est que cette volatilité, même si elle existe, a plutôt vocation à se tasser à mesure que les cycles passent. Donc, ça traduit, selon moi, un niveau de maturité dans l'adoption et dans la confiance, en fait, de cette... actif numérique comme un actif qui est là pour exister en fait dans le temps et au-delà de 2026. Un actif dans lequel on a confiance. Maintenant, ce dans quoi on a moins confiance, c'est la façon de garder ses cryptos. Et on va parler de ça parce que c'est vraiment un enjeu absolument incroyable, même dans l'adoption, même dans la confiance du système, dans le système crypto, hein, Rémi. On va commencer déjà par ce qu'on va être obligé de faire dans les mois qui viennent. Cette déclaration obligatoire qui a fait hurler le monde de la crypto, des wallets de plus de 5000 €, c'est passé en décembre. Tout à fait. Et ça va s'appliquer là maintenant ? Alors, c'est un amendement qui a été adopté par le Sénat courant décembre. Maintenant, il faut que ce soit transposé en loi. C'est la prochaine étape. Ouais. Pour l'instant, il n'y a pas de confirmation que ce sera fait, mais l'inquiétude pèse quand même. Concrètement, on a plus de 5000 € sur son wallet, sur sa Ledger par exemple. On va être obligé de le déclarer aux autorités fiscales si ça passe. Exactement. Alors, le mouvement de fond, hein, c'est la Cour des comptes qui rappelle que technologiquement et à juste titre, dès qu'on possède en fait de la crypto-monnaie de façon souveraine, personnelle, pour faire une analogie, hein, c'est comme avoir de l'argent liquide à la maison ou dans un coffre bancaire. Ça échappe à une certaine visibilité et donc à une certaine surveillance fiscale et on soupçonne en fait ce moyen de conservation d'être un instrument privilégié de fraude fiscale. Ce qui est paradoxal en fait avec comment fonctionne aujourd'hui le prélèvement en fait de la fiscalité. Aujourd'hui, on le fait sur la plus-value. Or, pour sortir d'un portefeuille auto-hébergé, c'est-à-dire convertir du Bitcoin ou un autre cryptoactif vers de l'euro, on passe par des organismes qui, eux, sont régulés en France et dans le monde entier. On parlait de DAC8 la dernière fois sur le plateau. Donc tous les instruments, je dirais, de contrôle sont déjà en place et la cryptoactif est aujourd'hui
les cryptoactifs sont l'actif le plus traçable, même au-delà du cash et du fiat qui existe. Donc c'est aller encore un peu plus loin dans, je dirais, le patrimoine des Français, puisque c'est une mesure spécifiquement française, mais sans impact fiscal immédiat, je dirais. Donc certains s'inquiètent de cette surveillance. Oui, la DAN a alerté en disant que c'était quand même assez bizarre et qu'il n'y aurait même pas en plus la possibilité de contrôler. Par exemple, Ledger, est-ce qu'il a l'obligation de déclarer le nom de ses clients, c'est-à-dire du nombre de qui a une Ledger, par exemple? Donc c'est ça, ça veut dire que d'un côté, les gens seront dans le déclaratif, ils seront obligés de dire qu'ils ont plus de 5 000 euros sur leur Ledger, mais de l'autre côté, il n'y aura pas de vérification possible. Non, il n'y a aucune vérification possible dans les faits. Et comment vous voulez vérifier qu'un épargnant français a 5 000 ou 10 000 euros en liquide à la maison ou dans le coffre en banque? Ce qu'il a le droit de faire. Ensuite, on peut avoir des suspicions, on peut vouloir aller, mais de le faire comme ça de façon préventive inquiète certains investisseurs, parce que c'est vécu comme une violation ou une intrusion dans la vie privée, parce qu'on parle de propriété privée, de possession privée. On a encore le droit d'avoir des actifs à la maison, on a des montres de valeur, on a des objets de valeur, on a des sacs de luxe, on a des tableaux. Aujourd'hui, il n'y a pas de, sauf à ce que l'ISF revienne, et pour un certain montant de patrimoine, d'obligation de déclarer ces actifs. Donc c'est assez intrusif et assez mal perçu par une partie des investisseurs. Extrêmement intrusif. On verra si ça se transforme effectivement en quelque chose de concret. Vous vouliez revenir aussi sur le hack du wallet officiel de Binance. Trust Wallet, ça s'est passé le 24 décembre. Alors, si vous le permettez, oui. On parlait de cette violation en fait peut-être perçue de la vie privée. J'aimerais juste rajouter que la vraie inquiétude, sans rentrer dans le débat est-ce qu'il y a de la surveillance patrimoniale ou pas, c'est le risque physique que ça suppose. Puisque aujourd'hui, on entend l'actualité. On a d'un côté une explosion de la fuite de données de différents acteurs privés, mais aussi institutionnels. Donc on sait qui vous êtes, quelle est votre adresse email, où vous habitez. Et le fait d'avoir un fichier qui, en gros, recense à la fois votre patrimoine crypto dès lors qu'il dépasse 5 000 euros, sachant qu'il y a des patrimoines crypto, on parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros, on parle de plusieurs centaines de milliers d'euros détenus de cette façon également, avec votre adresse physique, la moindre attaque, donc la moindre fuite de données interne ou technique, expose les adresses physiques de personnes et leur patrimoine crypto. L'actualité a montré récemment qu'avec les kidnappings d'un côté, avec les séquestrations de l'autre, en fait, ce risque physique n'est plus une hypothèse. Les faits aujourd'hui, en fait, le montrent. Et donc ça fait grandir une inquiétude beaucoup plus importante que ce sujet de est-ce qu'il y a une entrave de la liberté de posséder, etc. Est-ce qu'en gros, un jour, on ne va pas avoir un annuaire disponible pour des hackers qui va lister qui a de la crypto et où est-ce qu'il habite. Et c'est ça, en fait, qui a fait bondir encore plus une partie de la communauté crypto et puis des investisseurs face à ce sujet, en gros, d'agression physique qui est plus que plausible. Oui, tout à fait. Malheureusement. Le hack du wallet de Binance, il va falloir aller vite. Il reste 3 minutes, Rémi. Il reste 3 minutes. Oui, il reste 3 minutes. C'est pour ça que je vous lance sur ce Trust sujet. Wallet, le software wallet de Binance, a été hacké le 24 décembre. Ouais. Trust Wallet, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu comme MetaMask. C'est aussi de la self-custody, mais c'est une application logicielle. Qu'est-ce que ça révèle aujourd'hui? C'est que finalement, il y a deux méthodes de conservation qu'on devrait privilégier en fonction de ses choix. C'est soit de la conservation en custody, c'est-à-dire chez un acteur réglementé, une plateforme, que ce soit une plateforme d'échange, CoinHouse en France, Binance, Coinbase, sans vouloir faire de la pub, ou dans un établissement régulé, que ce soit Regular, ou demain une banque. Et derrière, pour tout ce qui est self-custody, c'est cold storage. Il faudrait arrêter d'utiliser ce qu'on appelle des hot wallets, donc des softwares, des portefeuilles logiciels, parce que dès qu'un environnement est connecté, on peut le compromettre, il y a un risque de hack. J'aime bien cette analogie où, imaginons qu'on rapporte ça à de l'argent, soit vous les avez dans un coffre à la maison, soit vous les avez dans un compte en banque, mais vous baladez pas avec 10, 15, 20, 30, 40 000 euros dans votre poche pour aller faire. Et donc le hot wallet, aujourd'hui, le trust wallet, ça ne devrait être utilisé que pour
un peu d'argent et pas l'essentiel en fait de ces fonds. Il faut arrêter en fait d'utiliser des software wallets logiciels, selon moi, dès qu'on est en self-custody. Tout le monde dit qu'il faut une clé, qu'il faut quelque chose de physique. Néanmoins, c'est pas forcément simple d'avoir la responsabilité vraiment personnelle de détenir justement plusieurs milliers d'euros en crypto. Il faut pouvoir aussi avoir le lieu, avoir la certitude que la phrase ne se perd pas. Enfin, c'est une responsabilité en soi. C'est une responsabilité à mesure que les enjeux financiers en fait évoluent. Être son propre banquier, puisque c'est de ça qu'il choisit, amène une grande part de responsabilité et aussi une part d'inquiétude, puisque tout dépend de nous-mêmes. Benoît l'évoquait, il y a du risque d'erreur. On peut faire une erreur en faisant une transaction. On peut faire une erreur en étant piégé par une campagne de phishing bien ciblée. Puis aussi, on se retrouve avec un casse-tête, c'est que ce portefeuille-là, personne ne doit pouvoir y avoir accès. Et quand on se retrouve avec des valeurs très importantes, une partie significative de son patrimoine, ça peut devenir pas un cauchemar, mais une inquiétude. Ok, mais c'est trop d'argent à gérer tout seul. Qu'est-ce que je fais ? Et pour ça, une certaine partie des clients vont diversifier leurs solutions de stockage et revenir vers des solutions centralisées. Et une autre vont vraiment monter en compétence en termes de formation et d'accompagnement parmi mes clients, par exemple, pour mieux gérer cette responsabilité dès lors qu'on a un portefeuille en self-custody. Renseignez-vous, formez-vous, posez des questions aux professionnels. C'est absolument essentiel quand on est dans la crypto, quand on s'y met, quand on veut s'y mettre et s'intéresser au sujet. Merci, messieurs. Je vous l'avais dit que ça passerait trop vite, Benoît. Merci, Sandra. Eh oui. Merci d'être venu dans Sandra. cette émission. Rémi Dalis, fondateur de Protégez vos cryptos. Benoît Jozan, directeur du développement de Regular. Émission à retrouver en podcast et en replay sur notre appli, sur notre site. Je vous laisse entre les mains de BFM Bourse. À demain et très bonne journée sur BFM Business. BFM Business, BFM Crypto, le club.